Du coup, écoutez, moi, pour cette première partie, donc je me propose de commencer et je vais vous parler d'une véritable tragédie, en fait. Une tragédie qui a eu lieu en février dernier, donc en février 2020. Je vais vous parler d'un film, une espèce d'hybride live-action animation qui s'appelle The Call of the Wild ou L'Appel de la forêt et qui est réalisé par Chris Sanders. Donc, petit retour sur les origines du projet. The Call of the Wild, c'est bien sûr adapté du célèbre roman de Jack London paru en 1903, qui a connu de très 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 nombreuses adaptations, que ce soit en film, à la télévision, en série télé, en comic book, en film d'animation, si bien que la version de 2020 est la sixième adaptation au cinéma du livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, il appartient au domaine public, donc à partir de là, n'importe qui peut faire quelque chose à partir de Call of the Wild. Donc, c'est un film en fait qui est annoncé par la Fox en 2017 comme un film hybride entre live action et animation, comme je vous disais, qui est adapté d'un scénario de Michael Green. Michael Green qui a écrit notamment des trucs avec plus ou moins de succès comme Blade Runner 2049, Alien Covenant Ah, et Logan. ouais. Ouais. Et réalisé par Chris Sanders. Alors Chris Sanders, qui c'est? C'est un ancien production designer, storyboard artist, cara designer de chez Disney qui a bossé pour la compagnie dans les années 90, à peu près au moment de ce qu'on appelle la Disney Renaissance. Donc la Disney Renaissance, voilà, c'est après plusieurs années d'hésitation sur la direction que devait prendre Disney. Il y a une nouvelle direction qui est arrivée avec de nouveaux artistes, qui a donné lieu à des projets comme La Belle et la Bête, Aladdin ou Le Roi Lion, pour ne citer que, c'était les films sur lesquels Chris Sanders a travaillé. Mais ils se sont vite en fait lésés par la direction que prend la compagnie, si bien d'ailleurs, et ça c'est juste pour la petite anecdote, vers 96-97, il écrit et illustre un espèce de petit recueil illustré qui s'appelle The Big Bear Aircraft Company, qui est en fait une petite histoire sur le management à Disney. En fait, il assimile Disney à un fabricant d'avions, donc avec plein d'idées très très innovantes. Mais voilà, un fabricant d'avions qui est pollué en fait par les idées un peu rétrogrades d'exécutifs en fait avides de thunes, ce qui lui permet en fait de balancer des pics à Roy Disney, Michael Eisner, enfin bref à la direction de Disney à ce moment-là quoi. Il réalise son premier film en 2002 qui s'appelle Lilo and Stitch avec son comparse Dan DeBlois qui est un très très gros succès. Il se lance après le succès de Lilo and Stitch dans la prod d'un film qui s'appelle American Dog qui sera plus tard renommé Bolt. Ah oui, ok. Mais il est viré par John Lasseter qui est à ce moment-là directeur créatif du studio d'animation à partir de 2006. Voilà, John Lasseter, juste pour rappeler, c'est un des fondateurs de Pixar et pour beaucoup l'âme en fait du studio Pixar. En réaction à ça, il va chez DreamWorks, donc le concurrent direct de Disney à ce moment-là, pour bosser sur Dragon, toujours avec Dan DeBlois, avec qui il a réalisé Lilo and Stitch, et sur Les Croods, qui est une ancienne coprode avec le studio Aardman. Et Nicolas Cage. Nicolas Cage dans... Ah oui, il est dans les Croods, Nicolas Cage, c'est exact. Mais donc voilà, donc il réalise le premier Dragon chez DreamWorks, c'est un très très gros succès qui entraînera deux suites sur lesquels Chris Sanders ne bossera pas d'ailleurs. Ce sera uniquement Dan DeBlois qui sera sur les deux suites d'ailleurs que je vous conseille, mais vivement. La trilogie Dragon est très 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 bonne. Mais voilà, Chris Sanders n'est plus là-dessus. Il tente de produire les Croods 2, mais le projet est annulé jusqu'à très récemment, parce qu'il y a un Croods 2 qui vient de sortir cette année, mais avec lequel Chris Sanders a très très peu à voir. Et la Fox lui offre en fait la possibilité de réaliser son premier film en live action avec Call of the Wild. Et début 2020, il est annoncé par Disney en tant que réalisateur d'une adaptation live de Lilo and Stitch pour Disney+. What the fuck? Donc voilà, pendant un an, on n'a pas eu de nouvelles de cette adaptation live de Lilo and Stitch jusqu'à novembre dernier, où, selon Variety, le film serait toujours en projet, mais avec John M. Chu, le réalisateur de Crazy Rich Asians, à la réalisation. Camoulox. Camoulox, ouais. Donc voilà, après avoir annoncé Chris Sanders à la réalisation de Call of the Wild, on annonce successivement Harrison Ford, Dan Stevens, Karen Gillan et Omar Sy au casting, et le film est annoncé pour le 25 décembre 2019, donc pile pour Noël 2019. Seul hic, le film appartient maintenant à Disney, suite au rachat de la Fox par Disney, et Disney prend la décision de le balancer à février 2020, en fait.
Juste pour l'anecdote, The Call of the Wild est en fait le premier film à sortir sous le giron 20th Century Studio à la place de 20th Century Fox, qui est la bannière sous laquelle vont sortir dès à présent les films produits par la Fox sous le giron de Disney en fait, quoi. Fox, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Pourquoi une envie de faire ce truc-là en un peu live action avec CGI pour la Fox? Parce qu'ils sont pas vraiment habitués à ce genre de truc. Enfin, c'est marrant, non? Pourquoi? Je pense qu'il faut produire des films pour la famille, quoi. D'accord. Et, Ouais, c'est étonnant pour la Fox. Et Call of the Wild, c'est un film de Noël. Ouais. C'est un film de Noël, et d'ailleurs, comme je vais le développer un peu plus tard, le fait que Disney l'ait repoussé à février, donc en plein pendant ce qu'on appelle les dump months, dont j'ai parlé la dernière fois pour 21 Bridges, donc c'est mois de l'année où les films en fait ne marchent pas, où les studios balancent tous les projets auxquels ils ne tiennent pas vraiment, en tout cas auxquels ils n'ont pas énormément de confiance. Voilà, Call of the Wild c'est l'un d'entre eux pour Disney, c'est pour ça qu'ils le sortent en février, quoi. Donc le film sort le 21 février 2020 et c'est un énorme échec commercial. Il sort en fait une semaine après le film Sonic, mais ne parvient pas à le dépasser au box-office avec 24 millions de dollars contre 26 pour Sonic, et culmine à 62 millions de dollars aux États-Unis et 107 millions de dollars dans le monde pour un budget de production estimé à 135 millions de dollars. Faut dire que 2 semaines après la sortie du film, le Covid frappe et ferme une bonne partie des cinémas, ce qui ne va vraiment pas aider la carrière du film au cinéma, quoi. Mais au-delà en fait de tous les coups du sort qu'a connu le film il partait en fait un petit peu condamné. Il partait un petit peu condamné d'avance car victime d'un bad buzz grandissant depuis la diffusion de son premier trailer en novembre 2019, quand le monde a découvert avec horreur que le personnage principal, Buck, le chien, était en image de synthèse. Non, ils ont osé faire ça. Mais voilà, malgré son échec public et son bad buzz, le film est plutôt apprécié en fait, à la fois par la critique, il y a un score de 61% sur Rotten Tomatoes, et par le public qui semble lui vraiment apprécier le film. On est à 89% sur Rotten Tomatoes. Donc en gros, qu'est-ce que le film raconte? On suit Buck, qui est un gros chien domestique qui habite avec une famille de riches blancs américains dans une grosse maison coloniale américaine. Il a absolument tout ce qu'il faut, le confort, la bouffe à volonté, la famille qu'il aime et tout, donc voilà. Tout ce dont un gros toutou peut rêver, mais il est enlevé pour servir de chien de traîneau lors de la ruée vers l'or du Yukon. Et il est tout d'abord adopté par Perrault, qui est incarné par Omar Sy, qui est un facteur franco-canadien, et il intègre en fait sa troupe de chiens de traîneau pour délivrer le courrier. Et il est ensuite adopté par John Thornton, qui est incarné par Harrison Ford, qui est un vieil homme en deuil qui cherche à se reconstruire en fait. Et il va, au contact de ces différents personnages, se reconnecter avec sa nature sauvage et entendre l'appel du wild. Donc le film est tourné à la fois en intérieur et en extérieur, donc en studio et sur place avec des fonds verts ou fonds bleus pour créer des extensions de décor. Donc si on revient en fait à ce qui a vraiment fâché le public sur le chien en CGI, qu'est-ce qui a motivé en fait la production? C'est quoi l'argument derrière ce parti pris d'avoir un chien en image de synthèse? Pour eux, c'était une manière de recentrer le film en fait sur le chien, contrairement aux autres versions de Call of the Wild, aux autres adaptations antérieures de Call of the Wild qui se concentraient davantage sur les personnages humains, quoi. Alors que le chien est vraiment le personnage principal du bouquin. C'est la possibilité d'avoir une cohérence dans le personnage. Être parti sur des vrais chiens, ça aurait nécessité évidemment d'en avoir plusieurs, entraînés différemment pour différentes situations, tandis qu'avec la CGI, il s'agit en fait du même animal tout le long du film, et on peut le faire changer d'apparence au fur et à mesure que le film avance. Le film se déroule sur plusieurs années, et le chien change d'aspect en fait au fur et à mesure du film. Et il y a aussi cet argument qui consiste à dire qu'un vrai chien paraît toujours un petit peu à côté. Il ne joue pas, il fait seulement ce que le dresseur lui ordonne de faire. Il y a toujours un espèce de petit problème de crédibilité. Ça, c'est toujours les arguments qui sont avancés par le réalisateur et par la production. Donc voilà, on a la possibilité, avec la CGI, de faire des choses qu'un véritable chien ne pourrait pas faire. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'argument promo. On a un personnage, un chien en image de synthèse, mais il ne faut pas croire pour autant qu'il n'y ait pas de vrais chiens impliqués dans le processus de création du film, parce qu'il y en a même beaucoup. Il y en a tout d'abord qui sont scannés,
pour la fourrure, en fait, pour leur aspect visuel. Donc voilà, on scanne plusieurs chiens de plusieurs races différentes pour avoir en fait des bases de données de poils et tout pour l'aspect visuel du chien. Mais certains chiens ont aussi fait l'objet de séances de motion capture en fait. Okay. Certains chiens ont été filmés en motion capture avec leur dresseur qui était également aussi présent sur le volume de motion capture et en combinaison de motion capture pour créer une base de données de mouvements de chiens avec leur dresseur pour pouvoir les reproduire ensuite sur les animaux en images de synthèse. Et certains véritables chiens sont amenés également sur le plateau pour avoir des références lumière. Donc, comment est conçue en fait une scène de The Call of the Wild du point de vue des effets spéciaux? On a d'abord Chris Sanders, le réalisateur, qui va réaliser le storyboard du film, dans un style d'ailleurs très cartoon, qui est très très proche des dessins qu'on a pu voir dans Lilo et Stitch par exemple, ou dans Dragon. Ce dessin très Disney au final. Le storyboard est envoyé à l'équipe de prévisualisation, deux compagnies qui étaient MPC et Alon Entertainment, et qui vont créer une version de la scène en images de synthèse assez sommaire, avec les différents cadrages, mouvements de caméra. En gros, on procède au découpage de la scène. Et du coup, ils ont tourné les séquences avec le chien avant les séquences réelles. Justement, je vais y venir. Donc ensuite, une fois qu'on a fait engueuler. T'inquiète pas. une fois qu'on a eu la prévisualisation, donc on est prêt pour partir en tournage, la scène est tournée en studio ou en décor naturel comme je l'ai expliqué, avec, suivant la scène, une référence sur le plateau pour le chien, surtout en fait pour les scènes calmes ou d'interaction avec des êtres humains. Là on a vraiment besoin d'avoir une référence sur le plateau. Et cette référence sur le plateau, qu'est-ce que c'est? On avait un acteur cascadeur qui s'appelle Terry Notary, qui est un artiste du Cirque du Soleil, il y a un grand nom de la performance capture, qui est aussi chorégraphe et coordinateur de cascade, qui a bossé sur les 3 derniers Planètes des Singes, sur Le Hobbit, sur The Square, sur Avengers. Donc on a Terry Notary qui est sur le plateau en costume de mocap pour juste jouer le chien quoi, et donner une référence aux acteurs, éviter en fait qu'ils jouent dans le vide ou en face d'un pantin ou quoi que ce soit. Donc la technologie utilisée peut être en fait de l'iMocap, mais ça j'ai pas exactement la confirmation. L'iMocap en fait c'est une technologie qui a été créée par ILM pour le deuxième Pirate des Caraïbes, qui permettait à l'époque de faire de la motion capture en extérieur. Ce qu'il faut savoir c'est que ce soit pour la motion capture ou la performance capture, en règle générale, ces scènes-là sont tournées dans ce qu'on appelle un volume, donc en intérieur, avec des comédiens qui portent une combinaison avec des capteurs infrarouges. Et sur le plafond de ce volume, on a des caméras qui vont filmer ces capteurs infrarouges, ce qui va permettre de localiser les comédiens dans le volume de motion capture pour retransmettre ensuite leurs mouvements sur des personnages en images de synthèse. Mais l'iMocap, donc créée pour Pirates des Caraïbes de par ILM, elle permettait de faire de la motion capture en extérieur. Là, on n'a pas de capteur du tout, on a en fait des espèces de marqueurs, genre des croix et tout. En fait, c'est une technique de tracking. En fait. Les acteurs sont filmés par 3 caméras simultanément, et ensuite ça va être à l'équipe de post-production de mélanger en fait les rushs de ces 3 caméras, et grâce aux croix de la combinaison, vont permettre de trianguler la position de l'acteur dans l'espace pour ensuite pouvoir appliquer les personnages en images de synthèse sur les acteurs. Et c'est une combinaison comme ça que porte Terry Notary sur le tournage de The Call of the Wild. Voilà, l'iMocap, ça date de 2006, Pirates des Caraïbes 2, donc la technologie a évolué depuis, mais voilà, on peut imaginer qu'il s'agit d'une technique de motion capture pour tourner en extérieur, quoi. Cependant, les mouvements de Notary et sa physiologie étant très différentes d'un chien, c'est pas sûr que ces mouvements aient servi pour l'animation du chien après. À la limite, un petit peu en tant que référence, mais c'est tout. Donc Terry Notary était là pour les scènes calmes, entre guillemets, ou les scènes d'interaction en fait avec d'autres acteurs. Mais qu'est-ce qui se passe en fait pour des scènes un peu plus complexes, des scènes d'action, des scènes avec des mouvements de caméra? La scène est tournée d'après la prévisualisation et ensuite recréée en 3D pour y inclure l'animal ou les animaux en images de synthèse. Pourquoi recréer en fait la scène en 3D alors qu'on vient de la filmer? C'est une problématique d'éclairage. Vu que les animaux sont en images de synthèse, il faut qu'ils soient éclairés, d'où le fait de recréer le plateau en 3D avec son éclairage. Et d'ailleurs, le chef-op
est inclus dans ce processus de recréation de la scène en 3D, quoi. Après quoi, voilà, l'animal peut être intégré dans les plans tournés en live avec le bon éclairage, les bons mouvements, et c'est à ce moment-là qu'on utilise les bases de données de fourrure de chien et de mouvements qu'on a captés au préalable en motion capture. Donc en réalité, l'utilisation de la CGI prend en fait tout son sens dès les premières minutes du film en fait. On constate qu'il s'agit d'un film hybride entre live action et animation. Buck, c'est un personnage de film d'animation, c'est un personnage de dessin animé. Il en a l'aspect, il est très expressif au niveau du visage, il en a la gestuelle et le comportement. C'est un animal mais qui comprend vite les choses et qui va agir en fonction des différentes situations, quoi. Donc voilà, on a une combinaison de différentes techniques, on a de la motion capture, on a un acteur présent sur le plateau, on a de l'animation, mais tout ça, ça permet de créer un personnage numérique crédible qui se fond parfaitement dans son environnement, qui interagit avec les différents personnages du film de manière naturelle, et c'est ça le point fort du film, et c'est le défi principal quand tu fais un film comme ça, qui repose sur un personnage en image de synthèse, avec un environnement live action autour, avec des acteurs en chair et en os, de l'interaction avec les humains. Ça marche dans un film comme Roger Rabbit, ça marche pas tellement dans un film comme Sonic ou les préquels de Star Wars, où on voit que les acteurs regardent du rien, en fait. Grâce à Notary et grâce à toutes ces techniques, tu as vraiment une véritable présence sur scène, quoi. Et il y a d'ailleurs certaines scènes dans le film qui paraissent directement issues d'un film d'animation. Genre, dans certaines idées visuelles, quoi, qui relèvent vraiment du cartoon, du gag à la Tex Avery, quoi. Et tu as notamment le money shot en fait, du film, qui a un montage, un espèce de training montage en plan séquence, où tu vois le chien en fait, dans ses premiers jours de course de chien de traîneau. Et en fait, on a un cycle jour-nuit, 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 avec juste une course filmée sous 360 degrés, enfin sous plein d'angles différents, toujours en plan séquence, où tu vois vraiment la progression du chien dans ses mouvements, qui court avec de plus en plus d'assurance, tu vois. Et là, c'est une idée d'animation, en fait. C'est une idée que tu pouvais voir dans un Lilo & Stitch, que tu pouvais voir encore plus dans un Dragon, par exemple, quoi. C'est là où le film prend vraiment, assume pleinement son côté hybride entre live action et animation. C'est typique une représentation de films live, véritablement live, à la Rocky, à tous les films des années 90. C'est des codes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des codes, mais qui s'inspirent, où tu vois tout le background en fait, d'animation du réalisateur qui va amener ça, qui va amener ce passif. Parce que t'es animation, un truc que tu pourrais jamais refaire sur 360 degrés avec jour-nuit dans un film live. En live action, c'est impossible. Tu le fais, tu fais comme ça. Ce genre de scène, c'est de l'animation, c'est de l'animation pure dure. C'est assez paradoxal de s'apercevoir que c'est la Fox qui a fait ce film avec Chris Sanders, qui est un ancien de chez Disney, et qui a été racheté par Disney. L'héritage de l'animation et de Disney il se fait vraiment ressentir dans le film. Et là, je te parle beaucoup d'animation, mais la partie live action, elle est pas non plus en reste, parce que tu as un chouette chef-op, tu as Janusz Kaminski à la photographie, qui a énormément bossé avec Steven Spielberg sur quasiment tous ses films, d'ailleurs jusqu'à très récemment, et qui a été oscarisé pour La liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan. Wow, pas mal. Pas mal. Wow, bon petit film. T'as une très 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 chouette photo, une jolie lumière, mais voilà, t'as des mecs qui ont du savoir-faire derrière. T'as Omar Sy, qui est très chouette, qui a un petit rôle, mais qui s'en sort vraiment très très bien. Et t'as Harrison Ford qui... tu sens qu'il aime bien, en fait. Genre, il a vraiment l'air d'avoir quelque chose à foutre. Tu sens, c'est une histoire simple, en fait, The Call of the Wild. Voilà, c'est juste un animal et un humain. Son personnage est très simplement écrit. Il se construit surtout à travers la relation avec cet animal. Et je pense qu'Harrison Ford, il a vu ça et il s'est dit, ouais, ok. Ça me parle un petit peu, quoi. Putain, mais pourquoi ça n'a pas marché? Outre Covid. Parce que Sonic a cartonné, ils sont sortis pratiquement en même temps, donc... Pourquoi? Déjà, le bad buzz à cause du chien en image de synthèse. Il y a eu un énorme bad buzz sur Sonic, McCoy. Il y a eu un énorme bad buzz sur Sonic, absolument. Mais justement, en fait, le truc avec Sonic, on va pas parler trop de Sonic parce que c'est de la merde. Et voilà, le truc, c'est que quelque part, avec Sonic, le bad buzz, ça a été pour le mieux.
parce ils ont complètement refondu le design du personnage, et en fait, juste, c'était du bad buzz, mais c'était du buzz quand même, en fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et C'est triste. c'est putain de triste, et Ouais. ça n'aurait dû jamais arriver. Bien sûr. Un truc comme ça, genre un studio qui plie complètement les chines face à Twitter et tout. Face à pour être 14 designer. connards derrière leurs ordinateurs de merde. Ouais. C'est incroyable. C'est horrible. Mais déjà, voilà, pour Call of the Wild, il y avait ça. Mhm. Et il y avait le fait que le film ait coûté énormément d'argent. Et c'est assez difficile à s'imaginer. Genre, pour un film comme ça, un film familial, film de Noël assez classique, 135 millions de dollars. Tu C'est fais. beaucoup quand même. C'est énorme. Et Puis voilà, après, et qu'est-ce qui justifie ces 135 millions de dollars? Bon, bah, t'as la présence d'Harrison Ford au casting, ça c'est une chose. Ouais. Mais il touche plus 20 millions, donc... Mais 135 millions de dollars aussi, c'est la promesse d'effets visuels, Ouais. en fait, genre Ouais, de c'est sûr. films à grand spectacle et à effets spéciaux. Et c'était quoi le premier contact du public avec ces effets spéciaux? C'était ce chien en image de synthèse. Ce que les gens ont complètement rejeté. Ouais. À tort, à mon sens, parce que c'est ce que j'essaie de démontrer dans cette chronique, c'est que cette image de synthèse, elle est complètement justifiée et elle s'inscrit dans une démarche de faire en fait de l'animation, parce que le film, c'est un film d'animation. Si je devais en fait comparer ce film à une autre tentative récente de faire un film avec des créatures en image de synthèse et de les rendre crédibles à l'écran, ce serait avec Disney et son Lion King. Pour resituer un peu le remake du Roi Lion qui est sorti en 2019, on va enfoncer les portes ouvertes de Lion King. C'est 260 millions de dollars contre 135 pour Call of the Wild. Donc ce sont des effets spéciaux autrement plus intelligents que Call of the Wild. Voilà, on a la passion de Jon Favreau pour la technologie combinée aux moyens de Disney et au savoir-faire de Rob Legato, qui est le superviseur des VFX de Lion King, qui a été 3 fois oscarisé pour Titanic, Hugo Cabret et Jungle Book. Voilà. On est en face, Lion King, on est en face d'une prod Disney, mais qui se donne absolument tous les moyens de ses ambitions. Le film utilise une technologie de réalité virtuelle absolument énorme qui permettait à l'équipe de prévisualiser le film en temps réel avec un casque de réalité virtuelle dans un décor entièrement en image de synthèse. Donc voilà, Lion King, c'est un film qui est visuellement bien plus abouti que Call of the Wild, parce que Call of the Wild, bon voilà, j'ai tenté d'expliquer en quoi l'animal marchait, mais toutes les incrustations ne sont pas forcément hyper heureuses. T'as aussi des effets spéciaux qui marchent un petit peu moins dans Call of the Wild, c'est pas non plus le film le plus magnifique que vous pourrez voir, donc voilà, Lion King est techniquement bien plus abouti et bien en avance par rapport au Call of the Wild. Cependant, ce qui fait la force de Call of the Wild, à savoir son personnage principal, est précisément ce qui fait la faiblesse de Lion King, à savoir les lions. Dans Lion King, on a une volonté très poussée, très appuyée de photoréalisme, à un point tel que l'identification à un personnage est rendue extrêmement difficile, et le potentiel visuel du film est complètement étriqué. On a des lions photoréalistes qui n'ont absolument aucune expression de visage. Ça, c'est un truc voilà, qu'on a beaucoup reproché à Lion King. Et c'est vrai, c'est très très difficile de se projeter dans ces personnages-là. Si en plus tu prends en compte un casting vocal Incroyable! absolument, mais absolument incroyable, avec plein de talents, mais tu te demandes s'ils ont été dirigés. Et il y a un truc qui va absolument pas dans ce film, c'est que tu n'arrives pas à faire le lien entre ce que tu entends et ce que tu vois. En fait. Genre où les voix ne correspondent pas à leur personnage, et ça te prend vraiment un temps juste pour connecter les deux. Ce qui est une question que tu n'es pas censé te poser face à un film d'animation où c'est censé être naturel. Dans Lion King, ça ne l'est pas. Et comme je te disais, les lions ont déjà tous la même gueule, ils sont complètement inexpressifs. Alors au bout d'un moment, tu peux te reposer juste sur l'effet Kuleshov, hein, genre avec des chants contre chants et tout, et tu arrives quand même à lire un petit semblant d'émotion, mais cette volonté en fait de photoréalisme, elle dessert complètement le film, ce qui est totalement l'inverse de Call of the Wild, qui prend le parti d'avoir un personnage over the top en fait, quoi, je veux dire plus cartoonesque, mais au moins merde, l'émotion elle est là quoi. Donc voilà, Call of the Wild et Lion King, bien que très différents sur beaucoup d'aspects, sont pourtant quelque part les deux faces d'une même pièce. Ouais, où je t'ai dit, on a de côté un film d'animation qui tente d'émuler un film live, ça c'est Lion King, et de l'autre un film live qui tente d'émuler un film d'animation.
Call of the Wild. Voilà, Call of the Wild, il faut le prendre comme il est, c'est-à-dire un film familial, un film de Noël. Bon, je sais pas exactement quand sortira ce podcast, les fêtes de Noël seront déjà loin derrière vous, loin derrière nous. Mais voilà, si 2021 est autant une année de merde que 2020 et que vous avez un petit peu envie de retrouver un semblant d'esprit de Noël, eh ben écoutez, regardez ce film, il va vous faire du bien. Il y a de chouettes personnages. Contrairement à ce que vous avez entendu, ce que vous avez pu entendre, il y a de chouettes effets spéciaux et un personnage qui fonctionne très très bien. Donc voilà, moi je vous le conseille. Il est dispo en DVD, en Blu-ray en France. Si vous avez la chance d'être en Belgique, vous pouvez le trouver également sur Disney+, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc voilà, c'est tout pour moi pour The Call of the Wild de Chris Sanders. On passe à la deuxième partie, un film un petit peu plus ancien. C'est à toi, Nicolas. Yeah!